Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'un roman. Il s'agit ni plus ni moins de Cherub, ou Cherub, peu importe comment vous le prononcez, ou Cherub, bref, vous le prononcez comme vous voulez. 100 jours en enfer, il a été écrit par Robert Muchamore, ou Muchemore, ou Muchemore, ou Mucamore, ou Mukemore, ou enfin bref, Robert, on va l'appeler Roro. Il a écrit Henderson's Boys et Aramov. Alors Henderson's Boys, c'est le préquel en fait de la saga Cherub, c'est ce que j'ai découvert sur la fin du livre, enfin du tome 1. Je vais probablement le lire, très sincèrement, il me branche bien le petit préquel. J'ai envie de dire pourquoi pas. Aramov, je sais pas du tout ce que c'est. Date de sortie 30 avril 2004, ça fait quand même déjà presque 20 ans mine de rien. Format troisième, c'est écrit à la troisième personne, bon bien évidemment du singulier, et c'est écrit au passé simple. Point de vue relativement omniscient, on n'est pas trop dans l'action, enfin on n'est pas dans l'action avec le personnage, même si on connaît son ressenti, mais on est plus externe. Et passé simple, du coup ça accentue cette distance avec l'instant, puisque du coup c'est pas au présent. J'avoue que moi je préfère quand c'est écrit au présent à la première personne, mais ce n'est que pour moi, c'est un format qui me plaît personnellement, même si au final j'ai rien contre ce format là bien évidemment. Résumé, on va lire directement le résumé en direct. James, placé dans un orphelinat sordide à la mort de sa mère, ne tarde pas à tomber dans la délinquance. Il est alors recruté par Cherub, enfin bref, il est recruté par Tchétché et va suivre un éprouvant programme d'entraînement avant de se voir confier sa première mission d'agent secret. Sera-t-il capable de résister 100 jours en enfer? Cherub est une unité de renseignement composée d'espions âgés de 10 à 17 ans. Pour raison d'état, ces agents n'existent pas. 7,50 €, mais ça au pire, c'était pas vraiment indispensable de l'annoncer. Qu'en ai-je pensé? Alors on va faire encore une fois partie spoil, partie non spoil. On va passer donc directement au point positif. Le concept est super original, forcément. Une agence qui emploie des espions mineurs, forcément c'est assez peu commun. Concept original, franchement, c'est ça en fait qui m'a donné envie de lire, hein, on va pas se mentir. Ça me fait beaucoup penser d'ailleurs à Alex Rider. D'ailleurs, voilà, c'est le tome 2, hein. Bon après les pages sont ultra jaunes. Ça me fait beaucoup penser à Alex Rider, même si c'est beaucoup plus enfantin, c'est beaucoup plus drôle aussi, parce que là c'est un peu plus sérieux, c'est plus adolescent on va dire, alors que là c'est plus on va dire young jeunesse, si je puis me permettre. Globalement voilà, le concept est ultra prenant, hein. Ça c'est indéniable. Je dis que ça ressemble, mais ça n'a absolument rien à voir bien évidemment. Le rythme est haletant, c'est ce que j'ai écrit, donc on va pas se mentir non plus, le rythme est assez intense mine de rien. D'ailleurs j'aurais un petit truc à dire par rapport au point négatif, mais ça rejoint ce point là, je peux en parler directement en fait. Le premier point négatif que j'aimerais intégrer, c'est que le démarrage est vraiment lent. Moi je m'attendais à avoir directement une mission, ou en tout cas une phase d'exposition et ensuite une mission, mais genre une phase d'exposition voilà, arrivé au quart du livre, on passe directement à l'action. Et là pour le coup pas du tout, la phase d'exposition elle est quand même assez longue, on n'a pas de mission avant plus de la moitié du roman en fait. C'est assez mal réparti je trouve à ce niveau là, mais voilà, ça n'enlève en rien au rythme. Même dans la partie d'exposition, le rythme est ultra soutenu, il est assez intense et c'est extrêmement intéressant également. Troisième point positif, personnage attachant et drôle, et c'est je pense, je dirais pas la marque de fabrique parce que je n'ai lu que le premier tome, mais en tout cas c'est une énorme signature du premier tome, et j'espère que ça va se répercuter dans les autres romans parce que l'humour il est vraiment tordant, et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est le point qui m'a le plus plu parmi les 3 points positifs, c'est le point qui m'a le plus plu parce que après ça contribue en fait. Le rythme à le temps, c'est aussi par rapport aux personnages et par rapport à leurs actions, par rapport à leurs blagues. Fatalement c'est un petit peu lié. Pour partir sur les points négatifs, hormis le démarrage qui est lent, il y a des petites fautes de traduction, il y a certaines répétitions. Il y avait un passage vers le dernier chapitre où il y a 2 fois avec. Bon, ça reste très mineur, hein. Je le précise quand même, je suis obligé de le souligner quand quelque chose me dérange mais que je le remarque, je suis obligé de le dire, même si c'est insignifiant comparé à l'écriture de base qui est vraiment c'est très bien écrit, hein, pour le coup. Troisième point négatif, il y a un passage qui est relativement barbant, je le développerai vraiment dans la partie spoil, mais c'est un petit passage après, hein. C'est je pense ça dure peut-être 3 pages grand maximum, 3 ou 4 pages sur 400, c'est
moins, c'est 1%, donc c'est vraiment que dalle, mais voilà, il est quand même un petit peu chiant. Après, c'est aussi pour replacer du contexte, mais est-ce que c'était indispensable pour le coup? J'en suis pas sûr. Et dernier point négatif, c'est que la fin est nettement atténuée, je trouve. Elle aurait pu être bien plus impactante, bien plus traumatisante, il y aurait pu avoir plus de choses. Bon, après, c'est le premier tome, donc peut-être que c'est pour ça qu'il avait un peu la main légère, l'auteur. Mais ouais, je trouve que c'est relativement... c'est léger. Je trouve que c'est léger. Encore une fois, je le développerai dans la partie spoil. Avant d'y passer, j'aimerais juste préciser aussi un truc. C'est extrêmement bizarre. Enfin, c'est assez... Quand je disais que c'était mal réparti, c'est pas pour rien non plus. Parce que 100 jours en enfer, il est écrit en plus, hein, il est écrit sur la couverture, mission 1, 100 jours en enfer. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'attends à avoir la première mission et que la première mission dure 100 jours, que voilà, il se passe des trucs, pas du tout. Les 100 jours en enfer, ça vient avant la mission. Quand je dis que c'est mal foutu, là pour le coup, c'est même limite, j'ai envie de dire, un peu... c'est limite de la pub mensongère en fait à ce niveau-là, hein, je trouve. C'est un peu gros dit comme ça, mais c'est limite un peu de la pub mensongère parce que quand on lit en plus la fin du résumé, il est alors recruté par Cherub et va suivre un éprouvant programme d'entraînement avant de se voir confier sa première mission d'agent secret. Sera-t-il capable de résister 100 jours en enfer? Et il est même stipulé après la mission 100 jours en enfer, donc t'as vraiment l'impression que 100 jours en enfer c'est en rapport avec la mission, mais pas du tout. Donc voilà, on va passer à la partie spoil. Qu'est-ce que je peux concrètement vous dire? Déjà, je parlais de personnages touchants, enfin attachants plutôt et drôles, mais ils sont bien évidemment touchants aussi, notamment les deux que je vais parler maintenant. Relation entre Lauren et James, elle est incroyable. Je trouve que c'est la relation qui est, à mon sens, la plus forte. Alors bien évidemment, c'est impliqué par rapport à la famille, donc c'est normal que ça touche beaucoup plus le héros, parce que c'est sa petite sœur, hein, donc forcément, l'amour qu'il a pour elle est beaucoup plus fort qu'avec les autres personnages, ce qui est logique, mais c'est très très bien retranscrit, et j'avoue que même moi, sur le passage où ils se sont fait séparer, j'étais dégoûté en fait. J'étais aussi triste que lui, j'avais même la gorge un petit peu nouée. D'ailleurs, Lauren, c'est un personnage que j'adorais parce que malgré son très jeune âge, ils avaient un peu... Elle a un humour un peu piquant avec son frère et c'est super drôle en fait. D'imaginer une petite gamine comme ça qui est un peu à cheval avec son frère, c'est assez drôle. Enfin, c'est très drôle en fait. Forcément, bah, tu t'attaches à elle pendant cette partie-là et la finalité de cette petite partie où il est séparé d'elle, c'est... En plus, il est pas genre séparé d'elle, mais genre elle est bien tranquille dans un beau château. Non, elle est dans la merde en plus parce qu'elle est avec un enculé, enfin excusez-moi, elle est avec un gars qui va juste pas la traiter correctement, donc son père, mais bon, père avec des grands guillemets, ça te dégoûte d'autant plus en fait. En fait, t'as un dégoût mais à deux niveaux. T'as le dégoût par rapport à James et t'as en plus le dégoût parce que tu sais ce qui va arriver à Lauren en fait. Enfin, tu sais ce qui lui attend, pardon. Autre personnage que j'ai adoré, et sincèrement, je pense que c'est mon personnage préféré. C'est lui mon personnage préféré. Large, Monsieur Large est juste hilarant. Moi, il me fait mais hurler de rire. En fait, le passage, c'est incroyable parce que le passage des 100 jours en enfer, donc les vrais 100 jours en enfer pour le coup, où voilà, il y a l'entraînement et tout, c'est un enculé, on va pas se mentir, c'est vraiment une mauvaise personne. Mais toi, d'un point de vue extérieur, forcément, tu le vois pas comme ça, puisque déjà tu ressens pas toute l'injustice, etc. Mais en plus, il a une manière d'être qui est tellement drôle que, en réalité, si tu es à la place de James ou à la place d'un des autres membres, tu vas forcément le haïr, mais en réalité quand t'es à l'extérieur, mais moi je le kiffe, franchement je le kiffe de ouf. Il a deux passages que je vais juste lire rapidement, hein. Le premier passage, c'est la première apparition. L'instructeur en chef et ses deux assistants, tous trois vêtus d'un t-shirt blanc, vinrent à sa rencontre. Il frémit devant ce colosse d'une quarantaine d'années, au physique de culturiste, au crâne rasé et à la moustache rousse soigneusement taillée. Bonjour James, dit-il d'un ton posé. Je m'appelle Norman Large, c'est gentil à toi de nous rendre visite. Tu as pris un bon petit déjeuner? Rien de tel pour commencer une journée, pas vrai? J'imagine que tu as eu le temps de lire les journaux. Quelles sont les nouvelles du monde? Comme tu le vois, je ne voulais pas commencer sans toi. J'ai donc demandé à tes petits camarades de t'attendre dans cette position extrêmement inconfortable. Tu crois que je peux leur permettre de se relever à présent? Oui, répondit James d'une voix à peine audible. Très bien, mes enfants, levez-vous. James, pourquoi tu ne serres pas la main de tes camarades? Je crois qu'ils t'adorent déjà. Donc juste sur ce petit passage, en fait, on présente le personnage, mais parfaitement, genre, le mec, il est ultra musclé de partout, genre le gars qui fait un peu peur, mais il parle un peu posément, amicalement, tu vois. Amical, mais c'est vrai, c'est plus ironique en fait. Il parle de manière ironique, genre tu sais que en réalité, si tu lis entre les lignes, forcément tu vas passer un sale quart d'heure quoi. Et justement, il y a, j'ai pas lu tout le passage, hein, mais c'est à tous les
niveau à chaque fois ce petit truc là. Tu étais très en retard ce matin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Écoutez-moi bien, vous tous. Vu que James a fait la grasse matinée et pris un petit déjeuner un peu trop lourd, je crois qu'il est préférable de nous abstenir de déjeuner. Rassurez-vous, il ne vous reste que 11h30 à patienter avant le dîner. Et donc c'est là en fait où on trouve où on voit le personnage mais dans sa magnificence. Il est ultra musclé de partout, il fait peur à la mort, mais dans sa manière de parler, il est drôle. Enfin, il a l'air gentil, il a l'air sympathique, mais en réalité, il y a des doubles sens. Et là, bah, pour le coup, avec la finalité, on voit que tu vas pas passer un bon quart d'heure avec lui. Enfin, tu vas même pas passer 100 bons jours avec lui que tout court, quoi. Ça, c'était pour la première apparition, c'était vraiment la présentation du personnage. Et justement, le deuxième passage, c'est le passage, je pense, qui m'a fait le plus rire. C'est le passage de Noël. Je vais vous le lire également. Quelqu'un peut me dire ce que ce jour a de particulier? Numéro 7. Peux-tu répondre à ma question? C'est le jour de Noël. Exact, mon petit lapin. Le jour de Noël. L'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon toi, James, que devrions-nous faire pour célébrer cet événement exceptionnel? Vous pourriez peut-être nous offrir un peu de repos, monsieur? Excellente idée! Vous serez heureux d'apprendre que j'ai accordé un jour de congé à Miss Smoke et à Mr. Speaks, ainsi qu'à tous vos professeurs. Nous sommes enfin seuls, mes petits chéris. Vous allez pouvoir profiter pleinement de votre bon vieux large. Nous allons commencer la journée par une petite fête, puis nous nous adonnerons aux joies du karaté et de l'exercice physique, sans qu'aucune de ces ennuyeuses leçons ne vienne ternir notre bonheur. Sur ces mots, il appuya sur un bouton à l'arrière de sa casquette. Des diodes clignotantes en forme de sapin s'illuminèrent au-dessus de la visière. Une insupportable version électronique de Jingle Bells résonna dans le dortoir. Doux Jésus, c'était si émouvant que j'ai failli essuyer une larme, dit l'instructeur en retirant son couvre-chef. Maintenant que cette petite célébration est terminée, je suggère que nous nous mettions au travail. Le passage, il a expliqué le truc. Alors, j'ai pas mis tous les détails, mais voilà, vous imaginez, il portait une casquette avec des sapins qui n'étaient pas illuminés au départ. Il a posé ses questions. Il lui a dit, donc il lui a répondu avec Noël. Et en fait, en expliquant le programme, il a dit, on va célébrer une petite fête. Le truc, c'est que ça arrivait très vite. Et quand il a fait justement son son de Jingle Bell qui est ultra... parce que tu l'imagines bien, c'est genre un son criard, dégueulasse, limite t'as mal aux oreilles quand t'entends ça. Et le truc qui dure peut-être, je sais pas moi, 5 secondes, 10 secondes grand maximum, tu vois. Et quand le truc est fini, le fait qu'ils disent Dieu Seigneur, j'ai failli essuyer une petite larme. Et qu'ensuite il reprend directement, il dit que l'entraînement va commencer. La petite fête qui disait, elle dure vraiment que dalle. Donc en réalité, limite, ne même pas intégrer ça, ça aurait rien changé à leur journée, tu vois. En plus, vu la musique que c'était, je pense qu'ils auraient préféré même ne pas essuyer le petit passage de la musique. Et c'est ça qui est génial avec ce personnage, c'est que il est drôle à la mort. C'est l'humour que je... Enfin, ils ont tous des humours un peu différents. C'est surtout piquant en fait pour la plupart. Mais lui, il est ultra bien exploité. En fait, c'est peut-être aussi par rapport à la contradiction avec la carrure du personnage. Je l'imagine vraiment à faire peur et au final, le voir parler mes petits lapins, etc. 12 Jésus, j'ai failli essuyer une petite larme. Dans sa manière d'être, il est alambiqué de ce qu'on pourrait croire. En plus, avec le double sens, c'est juste tordant. Enfin, moi en tout cas, peut-être que vous avez pas rigolé. Peut-être que vous avez pas ri. Dans ce cas-là, votre vie, à mon avis, est vachement triste. Parce que c'est ultra drôle. En tout cas, moi, je suis preneur, mais à 100% de ce genre de choses. C'est un humour qui est ultra efficace pour moi, quoi. Troisième point que j'ai relevé, c'est la mise en scène. Il y a des passages, on n'a pas les informations tout de suite. C'est pas linéaire, en fait. On lit le truc, puis ensuite il se passe quelque chose, tu dis, c'est bizarre, pourquoi il fait ça, pourquoi il réagit comme ça. Et il y a un truc qui réagit, mais on n'a pas toutes les infos. Et en fait, il donne les infos après, mais de manière très fluide. Et ça rend la lecture plus passionnante que si c'était très linéaire. Ça peut aussi jouer typiquement sur l'humour par rapport, voilà, à des chutes pour la blague ou des trucs comme ça. Je n'ai pas eu le droit de te parler, mais Mac m'a emmené te voir en cachette. Je t'ai vu te battre contre cette chinoise dans le dojo. Elle te mettait une de ses raclées, j'étais morte de rire. Tu as passé les tests? Non, ça c'est pour les vieux comme toi, ceux qui passent le programme d'entraînement initial dès leur arrivée. Tu as de la chance, j'ai failli y laisser ma peau. Elle lui donnait une claque sur la main. Laisse mes cheveux tranquilles. James avait la manie de les enrouler machinalement autour de ses doigts. Elle détestait ça. Désolé, je n'avais même pas réalisé. Donc en fait, on voit vraiment en 2 temps ce qui se passe. Et en fait, j'ai même envie de dire, on apprend en même temps que James. Parce qu'au final, le point de vue, c'est la troisième personne. On ne suit pas vraiment un point de vue particulier. On est vraiment externe à la séquence. Mais le fait qu'on soit externe à la scène n'enlève en rien au fait que, voilà, dans la manière d'écrire, il a quand même mis des éléments qui sont très proches d'un point de vue d'un personnage. Et là, en l'occurrence, c'était James. Parce que lui, comme il n'avait pas réalisé, on est un peu avec lui quelque part dans la scène. Sachant que dans toute la scène, d'ailleurs, encore une fois, je vous ai
juste lui un petit extrait de merde. Mais dans toute la scène, on voit que voilà, il va avoir sa sœur, il a sa surprise, etc. etc. On voit, c'est la scène de James, quoi, clairement. Ça peut paraître con, mais ça renforce les personnages. Et là, en fait, là, je vous ai donné juste une partie, mais il y en a aussi d'autres. Alors, il y en a pas non plus 25 000, parce que sinon, si l'auteur doit écrire à la memento, on s'en sort plus. Hein. S'il doit commencer l'histoire par la fin et finir par le début, ça serait trop casse-tête. Donc, heureusement, il a pas abusé de ça, mais c'est une petite mise en scène qui est plutôt intéressante. Ça s'appelle pas mise en scène pour la littérature. Je sais plus comment ça s'appelle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous connaissez la réponse. Mais vous voyez ce que je veux dire dans tous les cas. Quatrième point positif, c'est que par rapport au développement, encore une fois, c'est pas vraiment un point positif là pour le coup, mais c'est positif. On est soulagé. Enfin, moi en tout cas, j'étais soulagé d'apprendre ça. Ron, donc qui est le père de Lorraine, il est absolument infect, il est dégueulasse. Et au final, il a un énorme retour de bâton qui lui arrive dans sa tronche et c'est parfait. Enfin, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir un enfoiré payé en fait. Et surtout par rapport à ce qu'il a fait à Lorraine, parce que bah voilà, il l'a frappé, elle avait deux yeux au beurre noir, on imaginait un peu le truc, le mec, mais genre rien à foutre en plus avec la mort de sa femme qui n'est pas vraiment sa femme, mais voilà, il avait quand même des liaisons avec elle et tout. Et au final, à sa mort, le mec, une pierre, il s'en foutait quoi. Donc j'ai envie de dire bien fait pour sa tronche quoi, clairement. Aussi, j'ai noté James, la relation entre James et Kerry était très intéressante. Bon, j'ai relativement mal vu James quand il a écrasé la main de Kerry, hein, clairement. Mais leur relation, je la trouve tordante. Elle est un peu comme avec Lorraine finalement, où c'est voilà un humour un peu piquant, genre au début, elle est très gentille avec lui, et lui en fait il devient jaloux. À force, bah il va devenir un peu négatif avec elle, et du coup bah elle va devenir beaucoup moins gentille. Et là ça va un peu se chercher des noises, tu vois. Et au final la relation, elle vient très doucement, très progressivement comme ça marche, mais du tonnerre de Dieu quoi, clairement. D'ailleurs il y a même peut-être un petit jeu de séduction, probablement même. Je les trouve plutôt mignons les deux persos, et je les aime beaucoup. Il y a également James et Johanna qui est pour le coup, moi ça m'a un peu brisé le cœur parce que voilà comment ça s'est terminé, etc. C'est assez triste. Mais bon, sur la fin apparemment elle est déjà passée à autre chose, donc j'ai envie de dire tant mieux pour elle. Je trouve ça par contre dommage que ce soit terminé comme ça, enfin aussi vite. Après bon, j'ai envie de dire ça s'est mal terminé, mais est-ce que c'est un point négatif en soi? Pas forcément. Ça donne quand même de la profondeur au personnage, et ça montre également que bah au final ce sont juste des gamins qui passent quand même vite à autre chose. Après je dis vite, mais si ça tombe, il lui a fallu plus de temps, il lui a fallu un peu de temps pour qu'elle se trouve un petit copain. Là c'était juste dans l'épilogue où on avait un truc vite fait en 3 lignes quoi, donc c'était vraiment très succinct, très synthétique. Les points négatifs, typiquement j'en ai parlé un petit peu en partie sans spoil, mais voilà, la partie spoil, la première mission concrètement elle commence après la moitié du roman. On a donc de la phase d'exposition, ok, où on voit qui il est, qui est James, etc. Ok, il s'est fait virer, il a des problèmes à l'école, c'est un mauvais garnement, il va finir probablement en tôle si ça continue comme ça. Sa mère elle meurt, il part à l'orphelinat. Là, drame, il a tout pour aller en prison. En plus, il a des nouveaux potes qui ne sont pas des bonnes personnes, on va dire. Il file un mauvais coton. Il est vraiment sur le mauvais chemin. Et au final, par miracle, Kyle, son partenaire de chambre, qui est un espion, l'intègre dans la team. Il découvre un peu le campus de Cherub, etc. Et ensuite, il apprend avec le programme d'entraînement qui est super dur, qui dure 100 jours. D'où 100 jours en enfer. Il doit se préparer. Donc, il a 3 semaines ou un truc comme ça pour se préparer. Typiquement, il sait pas nager ou des trucs comme ça. C'est le temps un peu de se mettre à niveau. Ensuite, le programme commence. Et là, bah, c'est 100 jours en enfer et ça porte très bien son nom. Le gars, il était un peu gros, etc. Et au final, le mec, il devient super musclé. Il a plus peur de rien. Il sait se battre. Sur la mission, il sait se battre. Alors qu'avant de rentrer dans le programme, il se faisait rétamer complet. Bon, après, il se faisait rétamer parce que voilà, c'était des personnes qui ont essuyé un énorme entraînement au préalable avant. Mais même avant, il savait pas trop se battre. Il se mettait un peu minable de base. Là, pour le coup, le mec, c'est un Bruce Lee, quoi, clairement. Et donc, 100 jours en enfer, le programme d'entraînement commence. Là, voilà, on a Monsieur Large et tout. C'est super drôle. Enfin bref, il se passe encore pas mal de trucs. Et le programme finit, c'est vers la 250e, enfin la 200e page, un peu plus de 200 pages. Et le temps que il s'acclimate à sa nouvelle routine, etc., le temps qu'on lui donne la mission, on va dire qu'il y a une 50aine de pages. Globalement, la mission, elle dure un peu moins de 150 pages. Et je trouve vraiment ça dommage. Au final, ça impacte pas directement le plaisir que j'ai eu à le lire, mais ça m'a surpris. Au final, j'avais lu le livre surtout pour le passage des 150 pages, et in fine, bah, il y a que 150
250 pages. On peut être un peu déçu par rapport à ça, mais au final, la partie exposition de 250 pages, elle est quand même vraiment super chouette. Donc au final, moi, je peux pas vraiment en vouloir par rapport à ça. On va dire que c'est plutôt un point neutre en réalité. J'avais parlé donc des répétitions, donc je vais vous lire justement les répétitions. James eut toutes les peines du monde à dissimuler son enthousiasme. Bon, en réalité, c'est pas toutes les peines, il a un les qui est répété. Ça, c'est une faute. Il y en a quelques-uns dans d'autres passages. Je vous ai parlé également d'un passage qui est barbant, et là, pour le coup, vraiment, ça m'a un peu saoulé. Ça montrait vraiment l'exposition, le terrain, ça expliquait quelques trucs, hein, bien évidemment, mais c'était long. Je trouvais que c'était limite fastidieux. Après, c'est probablement aussi parce que c'est des trucs historiques, etc. Mais est-ce qu'on avait besoin d'avoir autant de contexte? Je suis pas certain. Clairement, je suis pas certain. Le passage en question, donc, c'est l'historique de Fort Harmony, donc la biographie de Gladys. En gros, c'est son ordre de mission. On lui explique qu'est-ce qu'il attend, c'est quoi Fort Harmony, etc. Donc, on lui explique au tout début comment est-ce que Fort Harmony s'est créé, qu'est-ce qui s'est passé entre le 19e siècle et maintenant. Et donc, il y a eu pas mal, enfin, encore une fois, c'est 3-4 pages, hein, mais parce que c'est indispensable. Pour le coup, c'est vraiment ce passage-là qui m'a vraiment ennuyé. En fait, sur tout le livre, c'est vraiment 1% du livre qui m'a ennuyé, c'est ce passage-là, clairement. C'est assez dommage, mais bon, je peux pas lui en vouloir non plus, hein. Encore une fois, on reste d'accord là-dessus, le livre est vraiment très bon. Mais bon, voilà quoi. Dommage pour ce petit passage. Et enfin, donc, j'ai mis fin atténuée. Alors, c'est là où je suis très déçu, parce que en effet, fin atténuée, il n'y a pas d'affrontement final avec un méchant, genre le grand méchant, où il y a un affrontement assez épique entre le héros où il joue sa vie et le méchant. Le héros, il a un danger de mort à un moment donné, mais au final, c'était même pas spécialement un danger de mort, c'était plus à cause du traitement qu'il avait pris, parce qu'au final, la dose d'anthrax, là, elle était pas assez élevée. Et du coup, c'est plus par rapport au traitement qu'il avait failli mourir. Voilà, ça manque d'épicness. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque de côté, voilà, on cogne, il se passe des trucs. Encore une fois, c'est que le tome 1, le gars, il a 13 ans, donc je peux comprendre aussi qu'il n'y ait pas de vrai combat, mais par exemple dans les Alex Rider, il y a un combat quand même, il y a de l'enjeu in fine, il a un vrai danger de mort pour le coup. Là je trouve que c'est assez atténué, et pour le coup la fin elle m'a assez déçu à ce niveau là. Alors quand je dis assez déçu, c'est juste par rapport au combat final. En fait c'est le climax dans une histoire, normalement il est censé avoir plein de péripéties, etc. Et le climax c'est un peu l'apogée. Bah là le climax il est quand même assez bas, hein, en termes d'intensité, donc on n'est pas... Alors oui, il a failli mourir, etc. Mais c'est pas genre il est en danger de mort, il est au combat, il peut gagner. C'est pas du tout ça. C'est genre soit il crève, mais s'il crève, c'est pas de sa faute. C'est parce qu'il s'est approché trop près de l'anthrax, quoi. Donc de bactéries. Donc j'ai trouvé ça assez dommage à ce niveau-là. Donc voilà mon avis sur le premier tome de Cherub, ou de Cherub, bref, peu importe, de Tchétché. Ma note. Alors je vais être franc, encore une fois, bien évidemment avec vous, je vais prendre tout en compte. Le gars, je le connais pas spécialement, mais dans la manière d'écrire, dans les idées qu'il a, dans comment il réussit à raconter et à faire passer des émotions, dans son humour également. Certes, il a des points négatifs, mais le livre reste excellent, et je lui mettrai un gros 17 sur 20. Je lui mettrai un gros 17 sur 20 parce que au final, les quelques petits passages là, c'est léger, et finalement, j'ai passé un très bon moment. Au début, je le précise même, je vous le dis franco, j'avais mis 18 sur 20 sur ma fiche, mais je le retire un point pour la fin, parce que la fin étant atténuée, moi ça me déçoit quand même, ça me déçoit quand même beaucoup. Après, ça n'enlève en rien au livre de manière générale. Il a un adage qui dit le plus important n'est pas la destination mais le voyage. Bah là c'est un peu bon, la destination est quand même un peu importante, hein, parce que si je pars en vacances 2 semaines et que je m'attends à aller dans une villa 5 étoiles aux Caraïbes, c'est pas pour me retrouver à Bruxelles pendant une semaine dans un hôtel miteux, hein. On est bien d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que le voyage est tellement bien que, et en plus c'est quasiment l'intégralité du roman, donc je peux pas lui mettre une faible note, ça c'est impossible. Je lui aurais mis un 18 si la fin aurait été vraiment au niveau. Vraiment, je l'aurais mis un gros 18, il aurait été au même niveau que le premier tome de Hunger Games, à moins que ce soit le deuxième. Ah non, c'est peut-être le deuxième tome de Hunger Games. Mais bref, ouais, il aurait été clairement dans mes livres préférés. Bon, ça reste un livre que j'ai vraiment énormément aimé. Peut-être que je le relirai, je pense que je me l'achèterai parce que j'aime bien collectionner entre guillemets les livres. Là, c'est mon pote qui me l'a payé. Je l'ai pas précisé aussi, mais il a 18 tomes, alors lire les 18 tomes, ça me dérange pas, hein, mais en termes de sous-sous, va falloir quand même faire attention, hein. Et je pense que je vais les acheter au compte-gouttes et je les lirai, et ça m'intéresse beaucoup. Au final, la saga m'intéresse beaucoup, même le préquel Anderson's Boys m'intéresse beaucoup. Et si Aramov fait aussi partie de la saga Cherub, peut-être que je le prendrai aussi. Donc voilà, c'était globalement mon avis sur le premier tome. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, ça prouverait que mon contenu, encore une fois, plaît
plaît. Et moi, forcément, si ça plaît, bah, ça me motive davantage. Si vous souhaitez devenir un potox, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à activer également la cloche si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique. Ciao.